Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et avant de recevoir notre invité du jour, Jacques Beau, nous sommes avec notre partenaire Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Fondateur de Putsch Média, j'espère que vous allez mieux Nicolas, hein. Nous avons suivi vos péripéties médicales et dentaires. Ouais, je sais, tout va bien, je suis revenu à gonfler à bloc ce matin. Ah bah super, voilà, nous sommes parler avec ravis. Jacques Beau de ces sujets passionnants de géopolitique. Évidemment, Voilà. un sujet que nous avons suivi pendant plusieurs jours ensemble, mais il nous fallait quelqu'un pour analyser vraiment finalement le bilan de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, et on le fait tout de suite avec Jacques Beau. Vue de haut. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle à tous que vous êtes ex-membre des renseignements suisses, chef de la doctrine des opérations de la paix pour les Nations Unies, chef de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN à l'époque. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine notamment après la révolution de Maïdan entre 2014 et 2017. Et auteur de livres à très grand succès, je le précise, Poutine, maître du jeu, Opération Z, aux éditions Max Milo. Et puis, alors là, on vous le révèle en avant-première ici, entre nous, chers auditeurs, il y a un autre livre à venir qui est tout à fait dans la thématique du sujet que nous allons aborder. C'est Chine, USA, la guerre de tous les dangers. Et ce sera toujours chez Max Milo. On va attendre un peu avant de pouvoir présenter officiellement ce livre. Malgré tout, là, en avant-première, on va avoir une première analyse de Jacques Beau sur cette situation, cette rencontre Chine et Russie. Et alors, je vous rappelle un peu le contexte, hein. La Cour pénale internationale vient quand même d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et lui, le président chinois, Xi Jinping, donc, a rendu de lundi à mercredi une visite de 3 jours à forte dimension symbolique à Moscou. Il a apporté d'abord son soutien diplomatique au président. Je le cite, « Je sais que votre pays aura une nouvelle élection présidentielle en 2024. Je suis sûr que les Russes vous soutiendront dans toutes vos bonnes entreprises. » Voilà des mots très forts pour soutenir le président Vladimir Poutine. Xi Jinping n'a pas hésité non plus à convier Vladimir Poutine à un forum en Chine dans la prochaine année. Les deux dirigeants ont signé une déclaration qui proclame l'entrée des relations entre leurs pays dans une, je cite, nouvelle ère. Il est également question des États-Unis qui sont accusés de saper la paix mondiale. Ils critiquent l'influence grandissante de l'OTAN, notamment en Asie. Suivez mon regard. Je cite encore, « Une guerre nucléaire ne doit jamais avoir lieu », lit-on dans ce document signé conjointement. Un texte qui approfondit ce partenariat stratégique déjà établi et qui prévoit une coordination bilatérale plus étroite. Et puis le voyage comprenait également un volet économique important. Évidemment, on va y revenir avec Jacques Beau. Ils se sont entendus notamment mardi sur les principaux paramètres d'un accord concernant la construction du gazoduc Power of Siberia 2. Et puis, enfin et surtout, Vladimir Poutine a déclaré être favorable à l'utilisation de yuan dans les règlements entre la Russie et les pays asiatiques, l'Afrique et l'Amérique latine, actant ainsi la dédollarisation de ses relations commerciales. Alors pour mieux analyser toutes ces informations, et puis tout ce que je n'ai pas cité également, qui s'est passé pendant ces 3 jours, et puis ce qui se passe sur la scène internationale, eh bien nous sommes rapprochés de Jacques Beau. Alors Jacques Beau, quelle est votre première analyse déjà sur cette rencontre, on va dire, historique? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je pense que en Europe et en Occident, d'une manière générale, on a les yeux ou les projecteurs fixés sur le conflit ukrainien, alors que la visite de Xi Jinping en Russie n'est pas liée à ce conflit. Ça, c'est important. On s'est tellement focalisé sur le conflit en Ukraine qu'on a oublié le reste du monde. Et on a oublié que, d'abord, la Chine, depuis le début de l'année, mais enfin on pourrait dire depuis l'année passée en réalité, occupe une place toujours plus importante dans la diplomatie internationale. D'abord, elle a été, je vous le rappelle, l'année passée, contactée par Zelensky pour une éventuelle médiation dans le cadre du conflit ukrainien. Zelensky, d'ailleurs, ces dernières semaines,
a manifesté son intention de contacter Xi Jinping Oui. directement. Donc on voit un rôle croissant de la Chine. La Chine je vous le rappelle, le 10 mars, fait la médiation de cet accord historique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Je vous rappelle d'ailleurs que l'Iran, ou plus exactement l'Arabie saoudite, a invité le président Raïssi en visite officielle à Riyad. Donc, on voit qu'on a, sous l'égide de la Chine, sous l'égide diplomatique de la Chine, ça c'est important, on a un nouveau tissu qui se crée dans le monde, dans ce que Joseph Borrell appellerait le reste du monde. Mm. Et le, Qui est en fait la majorité du monde, mais bon, appelons-le. est en fait la majorité du monde, oui, parce qu'évidemment, on est très nombriliste en Europe, on a toujours l'impression que nous sommes le centre du monde, que nos problèmes sont ceux du reste du monde. Or, la visite de Xi Jinping en Russie montre que ça n'est pas le cas. Apparemment, les discussions, Xi Jinping est venu avec une délégation impressionnante à Moscou. Il a d'ailleurs passé 3 jours à Moscou, c'est quand même assez considérable. Et manifestement, la délégation qu'il avait n'avait pas pour objet, comme spécialité, de discuter la question ukrainienne, mais de discuter toute une série d'accords et de partenariats dans le domaine économique, dans le domaine énergétique, dans le domaine du commerce transfrontalier entre les deux pays, et d'ailleurs aussi dans le domaine de la coopération de défense. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique qui a été engagée par Donald Trump contre la Chine il y a quelques années et que l'Union européenne a reprise, on s'est moqué de Donald Trump avec raison à mon avis, mais à part ça, on a repris exactement sa ligne politique. D'ailleurs, Joe Biden a repris la ligne politique parce que la politique étrangère américaine est très bipartisane aux États-Unis, hein, ça c'est une chose. Donc quand on se moque de Donald Trump, évidemment aujourd'hui on ne se moque pas de Biden, mais en réalité ils ont la même politique étrangère, ou à très très peu de choses près. Donc, pardon, mais de ce côté-là, elle est beaucoup moins interventionniste, la politique de Donald Trump, plutôt que celle de Joe Biden, par exemple. Oui et non, parce que quand vous regardez, comme en apparence seulement, évidemment, il y a eu il a déclenché moins de guerres qu'Obama, il a fait moins de dégâts, si j'ose dire, qu'Obama, qui était pourtant prix Nobel de la paix. mais Trump a quand même, il est interventionniste dans un autre sens, c'est-à-dire qu'il a largement utilisé l'arme des sanctions contre la Chine. Une des raisons pour laquelle il l'a fait, d'ailleurs, je pense, c'est aussi pour créer une diversion sur sa gestion absolument désastreuse du coronavirus. Je rappelle que les États-Unis, c'est le pays qui a le plus de morts par tête d'habitants et le plus de morts en absolu, d'ailleurs, à la suite du coronavirus. Et tout ça est dû à une gestion qui a été chaotique, émotionnelle, qui ne s'est pas du tout basée sur la science, comme on l'a dit, et par conséquent, il a fallu faire un peu de diversion sur la Chine, et on a commencé à attaquer Huawei, on a attaqué les entreprises chinoises, on a essayé de limiter leur présence en Occident. Ça a été suivi hardiment par la Grande-Bretagne et l'Union européenne d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a des interventions, mais par d'autres biais que les biais militaires. Ça, je vous le concède. Mais... Et quand on regarde le nombre de sanctions, de mesures qui ont été prises par Donald Trump, même contre la Russie, je crois qu'aucun président n'a pris autant de mesures contre la Russie que Donald Trump. Donc, on a toujours l'impression comme ça que Donald Trump, parce qu'il n'est pas allé avec aller faire la guerre à l'extérieur, qu'il n'a pas été interventionniste. Ce n'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, je viens de parler du rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Je vous rappelle que l'assassinat de Soleimani par un drone guidé par les Israéliens d'ailleurs
à Bagdad en 2020, si ma mémoire est bonne, en janvier 2020. Je rappelle que Soleimani était alors en mission secrète pour déjà faire une négociation avec les Saoudiens. C'est pour ça qu'il était là et c'est pour ça qu'il a été abattu en réalité. C'est parce que il était dans une mission secrète, les Israéliens le savaient et les Américains voulaient tout faire pour empêcher ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Eh bien, c'est ce que la Chine a réussi à faire après coup. Donc, mais le chemin avait été déjà balisé par le général Soleimani déjà il y a 3 ans. Donc, on voit bien que Donald Trump, comme tous les présidents américains, il était interventionniste à sa manière, mais il était interventionniste parce que les Américains ont cette constante de vouloir maintenir leur suprématie ou leur hégémonie, on peut choisir les termes que l'on veut, euh, sur le reste du monde en réalité. Ils pensent que leur sécurité dépend de leur capacité à avoir une maîtrise sur les différents conflits de la planète ou sur les différentes puissances de la planète. Donc, les sanctions avaient déjà été prises contre la Chine. Et puis, naturellement, la Russie a toujours été l'adversaire. Je vous ai dit que même sous Donald Trump, elle avait été l'objet de sanctions et de mesures, différentes mesures, notamment dans le retrait de traités sur le contrôle des armements, etc., etc. Donc, le fait de, vous savez, quand vous mettez des gens au banc de la communauté internationale, eh bien, d'abord, vous vous isolez vous-même, c'est ce qui se passe maintenant avec l'Occident, et puis ensuite, vous poussez les autres à réunir, à rassembler leurs forces pour réagir, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, on a en fait poussé, et d'ailleurs dans le communiqué de Xi Jinping, dans l'allocution de Xi Jinping qu'il avait faite à Moscou, il a parlé d'ailleurs du rôle de l'OTAN en Asie. Et on voit bien que l'OTAN, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est le traité de l'Atlantique Nord. Donc c'est ce qui devait rassembler les pays face à la menace soviétique à travers l'Atlantique. Or maintenant, on voit qu'il y a un intérêt de l'OTAN de s'impliquer en Asie. Quand on regarde ça du point de vue de la Chine, on se dit, voilà, j'ai une alliance militaire qui maintenant veut agir dans mon environnement. Alors, on a beau dire que l'Alliance Atlantique est une alliance défensive, moi, je veux bien le croire, mais quand on se met à la place des autres, comment veut-on penser qu'eux pensent la même chose? Quand ils voient que c'est l'OTAN qui vient vers eux. Donc, eux, ils se disent, non, ce n'est pas défensif. Il y a une manière d'exercer une influence. Quand on voit les liens qu'il y a entre l'OTAN et des pays comme l'Australie, qui fait d'ailleurs partie, qui est un partenaire de l'OTAN, hein, je vous le rappelle. Bon, au même titre que l'Ukraine, d'ailleurs, ou même que la Russie, d'ailleurs, à l'époque. Maintenant, la Russie a été exclue de l'Alliance, coopération, pas de l'Alliance, non, mais du CPEA, qui est le Conseil, voilà, le Conseil de coopération euro-atlantique. Donc, on a évidemment cette perception chinoise d'un Occident qui est finalement relativement agressif. Quand vous avez l'Union européenne qui va rendre visite à Taïwan, il faut comprendre que pour les Chinois, et d'ailleurs à la fois pour Taïwan et pour la Chine, c'est important de le dire parce qu'on veut pas, on essaye toujours de nous dire que Taïwan est un pays indépendant, c'est faux. Les Chinois de Taïwan considèrent qu'il n'y a qu'une seule Chine et les Chinois de Pékin considèrent qu'il n'y a qu'une seule Chine. Les deux considèrent qu'il n'y a qu'une seule Chine et les deux considèrent que Taïwan et la Chine continentale font partie du même pays. Ça, c'est très important. Ce fameux compromis de 1992 qui fait que les deux considèrent qu'il n'y a qu'une seule Chine. La différence réside dans
qui détient le pouvoir sur cette Chine? Est-ce que c'est le pouvoir qui est à Taipei ou bien c'est le pouvoir qui est à Pékin? Mais l'idée que la Chine est une est et d'ailleurs même quand vous lisez Prise de vous allez sur parole, les oui. sites, Oui. la politique étrangère française, la politique le ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne, tous, vous pouvez aller vérifier vous-même, tous prétendent ou affirment qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan est une province de la Chine. Et par conséquent, quand vous avez l'Union européenne ou même des parlementaires américains qui vont en visite à Taïwan sans en informer Pékin, eh bien Pékin le voit comme, assez logiquement, comme un geste hostile. Imaginez qu'un ministre italien vienne en visite officielle en Corse et discute de l'armement de la Corse. Ouais. La France serait, à juste titre d'ailleurs, offusquée. Or, on est exactement dans cette même situation. Exactement la même situation. Et le fait est que tous les pays occidentaux, et l'Union européenne d'ailleurs, considèrent que Taïwan fait partie de la Chine. Donc vous voyez, c'est nous qui sommes dans la contradiction dans cette affaire, et on peut évidemment comprendre que les Chinois voient cette avancée ou cette présence occidentale comme menaçante. Par ailleurs, je vous rappelle que les Américains ont déjà évoqué l'idée de faire un blocus contre la Chine en bloquant le passage ou l'accès de la marine chinoise ou des navires chinois au détroit de Malacca. Donc, la Chine voit qu'il y a des gestes hostiles dans sa direction. Et évidemment, elle regarde, elle essaye, si vous voulez, de sauvegarder ses arrières, si on peut dire ça comme ça. Et géographiquement, c'est d'ailleurs un peu le cas. Quand vous voyez la situation géographique de la Russie par rapport à la Chine, la Russie peut-être, et c'est d'ailleurs l'objet de cette visite de Xi Jinping, la Russie est un réservoir énergétique, un réservoir de matières premières, un réservoir aussi de produits agricoles. Et par conséquent, la Chine qui se prépare, et d'ailleurs un général américain a dit qu'il y aurait probablement une guerre avec la Chine en 2025. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est de la com, chacun peut être juge là-dessus. Néanmoins, du point de vue chinois, eh bien, on s'y prépare. Et on s'y prépare en ayant un partenaire qui garantisse, qui lui assure un approvisionnement comment dire, régulier et un approvisionnement garanti en cas de conflit sur le flanc sud de la Chine. Donc, tout ça s'inscrit dans quelque chose de très logique. Et je pense que c'est un peu, il ne faut pas oublier que la Chine a publié en février de cette année son initiative de sécurité globale, qui est une espèce comment dire, de déclaration de politique étrangère, on pourrait dire, ou de politique de sécurité, et qui établit un peu les grands axes de la politique étrangère chinoise en matière de sécurité internationale. Et c'est une déclaration qui d'ailleurs réaffirme des principes que la Chine applique depuis longtemps, la non-ingérence, la question de la sécurité. Il y a un domaine qui évidemment intéresse particulièrement les Chinois, c'est l'intégrité territoriale. C'est d'ailleurs un des éléments qui a été souligné dans l'entrevue entre Xi Jinping et Poutine, c'est l'intégrité territoriale. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est aussi peut-être un clin d'œil à l'Ukraine, mais je ne pense en l'occurrence qu'il ne s'agissait pas d'une allusion à l'Ukraine. De nouveau, je pense que la visite n'avait pas pour objet l'Ukraine, mais une politique générale, une politique plus générale, et notamment avec dans la situation de Taïwan.
Et donc, on a ici un partenariat qui d'ailleurs a débordé sur des accords de coopération militaire. Et ça, c'est un élément très intéressant qui, à ma connaissance, n'a pas, ou pas encore en tout cas, été relevé par nos médias. C'est l'esquisse d'une coopération militaire entre la Chine et la Russie, euh, qui, pour certains, pourrait être les prémices ou laisserait entrevoir la création d'une véritable alliance militaire. Mm. On n'en est Oui. probablement pas là, mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être se développer à partir de cette visite et les accords qui ont été conclus dans cette visite. Ouais. Nicolas Vidal. Oui, bonjour Jacques Beau, c'est passionnant. Alors ce matin, j'ai envie d'avoir une confirmation de votre part, parce qu'en préparant cette émission, j'ai eu lu, et pas partout, j'ai eu lu qu'une déclaration commune entre les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne, avait qualifié la Chine de rival stratégique. C'est une déclaration qui aurait été signée le 10 mars 2023 lors de la visite à Washington d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce que cette déclaration a été signée? Est-ce que cette notion de rival stratégique a été posée? Et est-ce qu'aussi, ça engage aussi les peuples européens par Ursula von der Leyen qui n'est élue par personne, et c'est quand même lourd de sens si cette déclaration commune a été signée par Ursula von der Leyen à Washington avec les faucons finalement. Alors écoutez, en toute honnêteté, je n'ai pas vu Mm. cette déclaration, ou en tout cas, je ne suis pas en mesure de vous dire Ouais, si d'accord. C'est de pour ça que je vous pose la confirmer question. que ça a été Mm. signé, je ne sais pas. Mm. Mais dans le fond, en réalité, on n'est pas très éloigné, puisque finalement l'OTAN, et je vous rappelle que la plupart des pays de l'Union européenne sont dans l'OTAN, l'OTAN a déjà dit que la Chine était considérée comme une menace pour l'OTAN. Donc, finalement, ce serait qu'une confirmation, d'une certaine manière, d'une posture que les Européens ont prise vis-à-vis des Américains, en réalité. Parce que, si on est honnête, même pour les Américains, d'ailleurs, la Chine n'est pas une menace militaire, en aucun point, on peut Mm. dire. Elle est certainement un compétiteur économique et un rival économique, ça c'est une évidence. Enfin, à mon avis, c'est plus qu'un rival, dans la mesure où aujourd'hui, je pense que dans presque tous les domaines, la Chine dépasse les États-Unis, et pardon, dans tous les domaines technologiques notamment. Et par conséquent, les Américains, en fait, c'est un challenger, comme on dirait en termes de boxe, c'est un challenger des Américains, dans le sens où la puissance chinoise et la capacité des Chinois à développer des hautes technologies, des systèmes d'armes, peut, si vous voulez, supplanter l'hégémonie américaine dans un domaine. Je vous rappelle que le marché des armes est un marché assez intéressant, même la technologie d'ailleurs, est un marché intéressant parce que c'est un marché qui est générateur de dépendance. Quand vous achetez des armes, eh bien, vous rendez automatiquement dépendant des pièces de rechange, de la maintenance, du service après-vente, etc. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas dans d'une très large mesure. Et par conséquent, c'est pour ça que le marché des armes a autant d'importance en termes géostratégiques et même géopolitiques d'ailleurs, parce que ça crée justement des liens. Et c'était d'ailleurs pendant la guerre froide, un des piliers des deux superpuissances, c'était d'amener des armes le plus rapidement possible dans un pays, de façon à créer cette dépendance. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la guerre froide, vous aviez des pays qui avaient qui étaient moins marqués politiquement, moins marqués géostratégiquement, comme la France et même la Suisse, d'ailleurs. De manière assez intéressante, par exemple, vous aviez des pays comme le Libéria,
dans les années 70, et qui avait voulu se dégager de toute emprise des grandes puissances, avait équipé son armée exclusivement avec des armes suisses. Mais Jacques Beau, je me permets, je voulais revenir à cette question-là. Finalement, vous, en tant qu'ancien membre du renseignement stratégique suisse, et vous êtes spécialiste de ces questions, aujourd'hui, l'Union européenne, quel est son intérêt? Est-ce qu'on est vraiment que sur de la vassalisation aux États-Unis, que de la vassalisation à Washington, et est-ce que vraiment, objectivement, l'Union européenne doit-elle prendre position là-dessus par rapport à la Chine? C'est vraiment cette question qui, en tant qu'Euro-Français, d'ailleurs, on doit se poser. Et quel est votre regard, vous, à ce sujet de la stratégie de l'Union européenne? Est-ce qu'elle est valable ou pas, finalement? Alors, je pense que le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas de stratégie. C'est précisément ça le problème. Et d'ailleurs, on le voit très très bien. Il y a aucune stratégie vis-à-vis du conflit, par exemple ukrainien. On approvisionne en armes, mais on ne sait pas très bien ni dans quel but, ni ce qu'on veut chercher à atteindre et comment on va sortir du conflit. Parce que, naturellement, amener des armes, bon, on va peut-être améliorer dans le meilleur des cas, mais c'est pas ce qui se dessine d'ailleurs. Mais bon, admettons que l'Ukraine améliore sa position dans une négociation. Il n'y a aucun effort pour suivre le succès ukrainien dans un processus politique, voyez. Et depuis le début du conflit, d'ailleurs depuis 2014 en réalité, l'Union européenne est totalement écartée de la solution politique de ce conflit. Et le fait d'ailleurs que la France et l'Allemagne se soient dégagées, pourrait-on dire poliment, du traité des accords de Minsk, montre qu'en réalité les Européens n'ont strictement aucune influence et n'ont aucune stratégie pour garder leur influence dans cette partie du monde. Pourtant, ils arrosent 2 millions, Jacques Beau. Ils arrosent 2 millions, on dépend des peuples européens, en plus. Oui, d'accord, mais ça n'est pas une stratégie. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, je partage votre avis. C'est pas une stratégie, et je pense que ce que vous appelez vassalisation, je vais choisir ce terme, mais je pense surtout ce qui est au-delà du terme vassalisation, ce qui est inquiétant et pour un citoyen européen, c'est de voir que l'Union européenne n'a pas de cohérence stratégique, ni même de stratégie. C'est par défaut de stratégie qu'on s'aligne sur les Américains, en quelque sorte. Et les Américains ont certainement une stratégie. Le problème est que les Américains, très logiquement d'ailleurs, et on peut le comprendre, ont une stratégie qui est orientée sur leurs intérêts. Alors, quand vous avez, par exemple, l'Union européenne qui s'aligne sur la stratégie américaine, eh bien, ça veut dire qu'elle agit pour les intérêts américains et non pas pour ses propres intérêts. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit actuellement. Je rappelle que l'Union européenne n'a, depuis le début de ce conflit, elle a eu que de cesse de se tirer des balles dans le pied, en réalité, en termes économiques. La dépendance énergétique dont on parle en permanence et de laquelle on cherche à se préserver, était déjà évoquée dans les années 70 par les Américains. Et pourtant, personne n'en a souffert jusqu'en 2022. Voyez, donc on a évoqué une menace, on a transformé un risque en une menace en réalité, alors que les Russes n'avaient aucun intérêt à s'attaquer à leur principal client. Donc on a travaillé et on continue à travailler contre nos intérêts, et tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique étrangère. Mais ça, c'est un phénomène qui aujourd'hui nous retombe dessus, si vous voulez, mais en réalité, ça fait très longtemps qu'on le sait. La politique étrangère commune n'a jamais été mise sur pied. C'est pas parce qu'on a un ministre des Affaires étrangères, Madame Ashton à l'époque, Madame Mogherini plus tard, et maintenant Joseph Borrell, ce sont des gens qui n'ont jamais eu une vraie politique, une vraie vision politique. C'est des gens qui font des déclarations, d'ailleurs très maladroites. Joseph Borrell, avec sa jungle et son jardin,
a montré qu'en réalité, l'Europe est une organisation qui est essentiellement raciste dans sa substance, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, en tout cas, qu'elle est perçue en Afrique. Ouais. Et c'est ce qui contribue d'ailleurs probablement aujourd'hui au raffermissement de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sous le terme de reste du monde, qui est une expression et qui est assez désobligeante d'ailleurs pour l'hémisphère sud, parce que ça veut dire que c'est le reste, n'est-ce pas? Il y a nous et puis le Mm. reste. Ouais. et, et, cette appellation, d'ailleurs, qui est une appellation typiquement européenne, montre que, enfin, ne fait que consolider, si vous Ouais. voulez, les forces extra-occidentales. Alors, Jacques Beau, on va continuer de parler justement de l'organisation, la nouvelle organisation de ces forces extra-occidentales. C'est vraiment tout notre sujet. On va parler et également de la dédollarisation dans quelques instants. Mais il est 9h01 et c'est l'heure des informations avec Adèle Rosner. Ligne droite, Très haut, il y a une place pour nos idées. vue de haut. Je rappelle les derniers livres de Jacques Beau, Poutine, Maître du jeu ou Opération Z, des livres qui ont rencontré un très très grand succès. Preuve qu'il y a véritablement une attente aussi pour entendre des discours un peu différents de ce qu'on peut entendre dans les médias de masse. Et ce sont des livres à trouver aux éditions Max Milo. Et puis en avant-première, on vous le révèle ici, un autre livre à paraître, Chine-USA, Chine-États-Unis, la guerre de tous les dangers, toujours aux éditions Max Milo, qui est en plein dans notre sujet. Et nous sommes évidemment toujours avec Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Media. Alors depuis tout à l'heure, on revient sur ces 3 jours de rencontres entre le président chinois et le président russe. On a bien compris que s'organisait devant nos yeux fermés d'ailleurs finalement un nouvel ordre mondial, on peut le dire extra-occidental, qui s'organise sur des questions énergétiques, on l'a vu, sur des questions diplomatiques évidemment, même peut-être militaire, vous l'avez souligné, Jacques Beau, et cette question également de la monnaie, donc monétaire. Vladimir Poutine a déclaré être favorable donc à l'utilisation du yuan dans les règlements entre la Russie et les pays asiatiques, l'Afrique et l'Amérique latine. Ça, c'est quand même également très très important, Jacques Beau. Oui, c'est important à 2 titres. Tout d'abord parce que beaucoup de pays voient aujourd'hui que utiliser le dollar est s'exposer aux sanctions américaines, Oui. puisque je vous rappelle que ça a été l'exemple de Paribas. Alstom, c'est possible. Mais enfin, maintenant, j'ai plus tous les détails de France dans ma tête, mais il y avait effectivement des entreprises françaises qui ont été sanctionnées tout simplement parce qu'elles avaient fait des transactions avec des pays sous sanctions, mais en utilisant du dollar. Ouais. Et utilisant du dollar, vous vous placez ipso facto Sous la juridiction américaine. Et donc, pour échapper à cette, en partie en tout cas, à ces juridictions américaines, eh bien, vous utilisez d'autres monnaies que le dollar. Or, évidemment, le dollar reste d'ailleurs la principale monnaie pour les achats de ce que les Anglais appellent commodities, c'est-à-dire les matières premières. En grande partie, d'ailleurs, le pétrole et les produits dérivés du pétrole, suite aux accords qu'il y avait eu entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, qui était en fait la naissance du pétrodollar. Et là, on arrive dans le deuxième impact de ces changements, c'est que je vous rappelle que les États-Unis, dans les années 70, ou plutôt au tout début dans les années, donc en 1970, le dollar était encore convertible en or. Bretton Woods, non, c'est pas ça. C'est les accords de Bretton Woods, exactement, de 1944. Et avec la guerre du Vietnam et que les Américains ont dû faire tourner la planche à billets pour financer leur guerre,
Et il y avait tellement de dollars en circulation que, comme la quantité d'or, elle, est fixe, elle est donnée, vous pouvez, enfin, elle augmente un petit peu parce qu'on prospecte de l'or, mais je veux dire par là, c'est une quantité physique. Donc, si vous imprimez du dollar, vous ne pouvez plus le convertir en or, en tout cas au taux qui était prévu à l'époque. Donc, c'est la raison pour laquelle Nixon avait décidé de découpler le dollar de l'or, et ça a été les grandes dévaluations qu'il y a eu dans les années, au début des années 70. Mais il a fallu trouver quelque chose pour adosser le dollar, parce que à force de produire du dollar, eh bien, vous créez de l'inflation. Le dollar perd de la valeur. Et alors, pour donner une valeur, si j'ose dire, au dollar, ou pour consolider sa valeur, les Américains ont eu l'idée, qui est assez ingénieuse, il faut le dire, de l'adosser au pétrole. Et parce que la valeur d'une monnaie dépend naturellement de l'offre et de la demande par rapport à cette monnaie. Vous comprenez? Plus vous produisez, vous avez une offre de billets importante. S'il n'y a pas une demande de billets équivalente, eh bien vos billets perdent de la valeur. Donc il faut créer une demande qui évolue en même temps que la masse monétaire que vous créez. Et c'est l'ingénieux plan qui a été fait avec le pétrole. Les Américains ont constaté que, à l'époque, l'Arabie Saoudite était le principal producteur de pétrole, le monde occidental était en pleine croissance, et par conséquent, la demande en pétrole allait sans aucun doute augmenter de manière exponentielle. Et par conséquent, au fur et à mesure vous produisez du dollar, mais que les pays occidentaux devaient avoir du dollar pour acheter du pétrole, eh bien, vous aviez comme ça une manière de juguler la tendance ou la possibilité d'une inflation aux États-Unis. Et c'est comme ça que les Occidentaux ont, en fait, ou les Européens, enfin tout le reste du monde, on va dire l'ensemble du monde, a d'une certaine manière financé le déficit américain, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous achetions du pétrole, eh bien, on conservait, maintenait la valeur du dollar et permettait ainsi aux Américains de développer leur économie. Donc, quand on a compris cette mécanique du pétrodollar, on comprend que à partir du moment où les pays cessent d'utiliser le dollar pour leurs transactions, le pétrole, vous allez me dire, et beaucoup de gens diront, oui, les réserves ça va s'épuiser, donc c'est pas inépuisable. Mais dans l'horizon visible, si on peut dire ça comme ça, c'est presque inépuisable. C'est-à-dire que vous pouvez faire augmenter la consommation de pétrole, etc. Bon. Donc, si vous commencez à ne plus utiliser du dollar pour les produits pétroliers et les autres commodités ou matières premières, ça veut dire que les Américains, la valeur du dollar n'est plus adossée à quoi que ce soit. Et donc, vous avez potentiellement un effondrement de la monnaie qu'on peut voir à l'horizon. Il n'est pas encore, même si le dollar s'affaiblit, on n'en est pas encore là, parce que le dollar reste quand même la principale monnaie d'échange dans le monde. Mais on voit que depuis d'ailleurs plusieurs années, la Russie et la Chine ont acheté de l'or et des matières premières pour créer aussi un pilier sur lequel puissent s'adosser des monnaies comme le rouble et le yuan, de façon à créer un autre pôle de stabilité monétaire, si vous voulez, auquel puissent se raccrocher des pays. On pense naturellement aux BRICS, mais pas seulement, aux autres pays du monde. Et Jacques Beau, je me permets, c'est passionnant, je voulais revenir là-dessus. Donc il y a une dédollarisation qui est probable, possible, vous le dites, hein, la Chine et la Russie traversent ça aussi, bien entendu, donc il y a un véritable risque
pour l'hégémonie, au-delà économique, mais pour l'hégémonie américaine, de civilisation, peut-être, vous allez nous le dire. Et j'ai cru lire aussi qu'il y avait une histoire sur les échanges bancaires SWIFT et que les Chinois lorgnaient aussi dessus pour pouvoir peut-être à un moment donné concurrencer aussi les échanges interbancaires et pour se désincarcérer de l'hégémonie bancaire américaine. C'est le cas ou pas aussi, ça? Alors, oui, ça l'est déjà assez largement, à vrai dire. D'ailleurs, ces derniers jours, Vladimir Poutine a émis, parce que vous savez que quand on a dit que la Russie a été déconnectée de SWIFT, ça n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de banques qui ont été déconnectées du système SWIFT, qui est un système d'information sur les échanges de paiement, sur les paiements. Donc, sur les échanges monétaires. Donc, il y avait d'autres banques qui pouvaient utiliser SWIFT. Maintenant, Poutine a émis un décret qui interdit aux banques russes d'utiliser le système SWIFT. Et donc, ça veut dire que le système SWIFT, et puis il y a encore un autre élément qu'il faut peut-être rappeler ici, c'est que dans le cadre de l'adoption du Patriot Act, après les attentats du 11 septembre 2001, et dans le but d'avoir un regard sur le financement du terrorisme, les Américains avaient imposé au système SWIFT, qui est un système privé, hein, c'est une structure privée, ils avaient imposé de transmettre au gouvernement américain toutes les données concernant les échanges financiers. Ça veut dire que, en gros, tous les échanges qui se font à travers SWIFT sont connus du gouvernement américain. Par conséquent, le gouvernement américain pouvait assez facilement retracer des paiements pour des armes, par exemple, ou pour toutes sortes d'échanges, ce qui leur permettait d'avoir une assez bonne visibilité sur pas une visibilité totale, mais une assez bonne visibilité sur les échanges économiques en Europe, enfin dans l'ensemble du monde. Alors, en sortant de SWIFT, eh bien, on sort du rayon, du spectre radar des Américains. Et ça veut dire que les Américains sont plus capables de contrôler quoi que ce soit, de contrôler dans le sens francophone du terme, pas dans le sens anglais du terme. Dans le sens anglais, ce serait plutôt maîtrisé, mais contrôlé dans le sens visuel, si vous voulez. Les Américains n'ont pas de visibilité là-dessus. Donc, ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, il y a le fait que, justement, quand vous dépendez d'un système qui est lui-même administré par les Américains ou par les Occidentaux, vous courez le risque d'être coupé de ce système. C'est ce qui s'est passé avec la Russie. D'ailleurs, la Russie avait anticipé cette coupure de SWIFT parce qu'elle a été dans l'air depuis 2014, à vrai dire. Et donc, depuis 2014, les Russes ont mis en place un système alternatif qui permet de faciliter les paiements entre les banques russes et l'étranger, d'ailleurs, parce que les autres pays peuvent s'accrocher à ce système, qui est un équivalent de SWIFT, mais russe. Avec l'avantage, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'on n'a pas du tout cette épée de Damoclès qu'il y a avec les Américains qui peuvent vous exclure d'un système. Vous sanctionner. Voilà, exactement. Et la Chine donc, aussi, le système CHIPS, ça c'est la Chine. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors la Chine avait aussi, comme elle a été elle-même soumise à des sanctions, elle a pris un peu les devants sur l'exemple russe, et maintenant il y a un système qui est l'équivalent du système russe. Dans quelle mesure ces deux systèmes sont compatibles, je ne sais pas, c'est quelque chose que d'ailleurs il faudra que je commence à creuser un petit peu, mais j'entends dans l'idée c'est d'échapper au contrôle des Occidentaux en matière des paiements internationaux. Donc, on a, et ça, c'est aussi quelque chose qui intéresse les autres pays, parce que de plus en plus, d'abord, vous avez beaucoup de pays qui ont des immenses projets. Maintenant, vous avez pratiquement tous les pays du Moyen-Orient qui sont partis de la Belt and Road Initiative, donc les routes de la soie, hein, ce projet chinois, de construire des
C'est des projets d'infrastructure en réalité, qui sont évidemment très intéressants pour les pays qui sont en voie de développer certains pans de leur économie, parce que très souvent, c'est des pays qui sont très grands ou qui ont des défis géographiques assez importants. Et donc, d'avoir quelqu'un qui puisse les assister dans des projets d'infrastructure est une aide considérable. C'est quelque chose d'ailleurs que les Occidentaux avaient fait à l'époque coloniale en réalité, hein, parce que une bonne partie des infrastructures qu'il y avait en Afrique ont été construites à l'époque coloniale. Mais après cette époque, eh bien, beaucoup de ces infrastructures sont tombées en désuétude et les Chinois sont venus en fait pour reconstruire ou pour aider à rétablir des infrastructures sans avoir l'aspect colonial, si vous voulez, parce que le problème qu'il y a, c'est quand vous aviez des infrastructures avec les Occidentaux, ils venaient en même temps vous dire comment il fallait gérer tout ça, Oui. quel était le système politique qu'il fallait avoir. Des cours de morale, oui. Voilà, exactement. Donc, c'est évidemment, je pense que... C'est ce qu'on retrouve aussi, pardon, on peut faire un parallèle, enfin, vous allez me dire si c'est un peu audacieux comme parallèle, mais avec le problème notamment de la France et de l'Afrique aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Ce qui, je pense, au départ, était probablement animé de bonnes intentions, probablement, mais c'était des intentions occidentales. Donc, elle prenait en compte nos intérêts, notre vision du monde, Oui. notre perception des choses, et même si l'idée était d'aider les autres, on les aidait à notre manière et pas à leur manière. Ce qui, c'est tout le paradoxe qu'il y a d'ailleurs dans cette lecture du colonialisme qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs en Afrique, c'est que je pense qu'il y a 150 ans, nos ancêtres n'avaient peut-être pas que de mauvaises intentions. Simplement, ils ont écrasé, si vous voulez, les populations locales parce qu'ils pensaient que notre système prévalait ou devait prévaloir sur d'autres systèmes. Et aujourd'hui, on a cette marche arrière, ou ce retour de bâton, en quelque sorte, de gens qui disent c'est bien de nous aider, mais il faut nous aider, pas nous contrôler. Essayer de nous remplacer. Oui. Exactement. Alors justement, à ce sujet, Jacques Beau, un petit point, juste revenir précisément sur quelque chose que vous avez dit qui est très important. Ensuite, j'imagine que Nicolas Vidal a beaucoup de questions, et moi je voudrais qu'on revienne sur quand même ce qu'a dit Dimitri Medvedev concernant l'apocalypse nucléaire. Donc on a encore un vaste programme ensemble, mais revenir sur ce que vous avez dit concernant le fait que finalement le fait d'échapper au système SWIFT, le fait de mettre en place une nouvelle monnaie, tout ça permettait d'échapper au contrôle des Occidentaux et, disons-le clairement, notamment des Américains. Je pense que c'est très important et qu'on ne réalise pas, notamment en France, l'importance justement des trains de sanctions que nous avons pu mettre en place contre les Russes. Contre les Russes proches du Kremlin, mais rappelons-le également ici, on l'a déjà dit, et comment dire, condamné de nombreuses fois. Beaucoup de Russes en France ont vu leur compte bloqué. Des Russes d'ailleurs, même certains des Russes nationalisés français. Évidemment que ça a été remarqué à l'étranger par de nombreux acteurs économiques et pas que, politiques également, et que on a envoyé ici un très très mauvais signal, Jacques Beau. Oui, tout à fait. Ces sanctions ont été très désordonnées d'ailleurs. Elles témoignent d'un esprit qui va un peu au-delà du conflit. Et on est dans toute l'émotionnalité de ce conflit en Ukraine. Qui est en train de tourner d'ailleurs au désavantage de l'Ukraine et au désavantage des Occidentaux. Parce que on n'a pas, et il n'y a pas eu d'analyse, et singulièrement d'ailleurs en France, je n'ai pas vu d'analyse factuelle du conflit. On est dans l'émotionnalité. D'ailleurs, même ceux qui sont du côté russe, d'ailleurs, on est toujours dans l'émotionnalité, mais pas dans les faits. Et pour comprendre un conflit, on est obligé de revenir aux faits. On peut pas se laisser dominer par les émotions. Et c'est ce qu'on a fait avec l'Ukraine, avec la Russie, quand on commence à écarter des athlètes handicapés, des artistes, rebaptiser des œuvres d'art. On est dans quelque chose où on voit que
finalement, ces sanctions montrent tout le côté négatif des Occidentaux, le terme raciste n'est peut-être pas le bon terme, mais il exprime assez bien finalement le sentiment. C'est ce sentiment de Suprémaciste, peut-être. Ouais. supériorité. Suprémaciste est peut-être plus vrai d'ailleurs, oui, suprémaciste d'ailleurs, hein. C'est peut-être le bon terme, et de penser que tous les autres sont des sous-hommes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les victimes russophones du Donbass entre 2014 et 2022, personne ne parle de ces victimes-là, parce que c'est comme disaient les nazis, Untermenschen, des sous-hommes. Et ça n'entre pas dans notre considération, parce que ceux-là devaient mourir en quelque sorte. Et on a exactement, on retrouve, vous pouvez retourner le problème comme vous voulez, mais vous retrouvez d'ailleurs ce qu'écrivent les soutiens de Zelensky en Ukraine, et vous avez ce que soutiennent ceux qui, en Europe, soutiennent l'Ukraine. Donc, je ne dis pas que les Ukrainiens sont des nazis, c'est pas du tout ce que je veux dire. En revanche, on a construit notre perception du conflit sur une haine du russe qui, elle, est basée sur ce côté suprémaciste qu'on a en Europe et qu'on a eu à l'égard des pays africains. Mais Jacques Beau, je voulais vous poser une question là-dessus. Je trouve ça intéressant, cette réflexion, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, selon vous, un effondrement intellectuel? Alors, c'est une idée que je développe assez souvent, c'est vrai, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un effondrement intellectuel, peut-être culturel, de nos élites occidentales dans ce conflit, ce qui ne leur permet pas, pour beaucoup, d'analyser, de comprendre et de peut-être avoir beaucoup plus de rationalité, de sang-froid, et peut-être aller vers une résolution plus rapide du conflit, où on y met dessus, bien sûr, une grosse couche, bien sûr, d'intérêts privés, de collusions diverses et variées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce fond de sauce-là, finalement? Alors, vous avez absolument raison. Je pense que, et singulièrement, je le rappelle, en France, mais on le voit aussi dans d'autres pays européens, mais évidemment, comme je suis francophone et que je suis les médias francophones, donc je constate ce phénomène dans le monde francophone, mais je suis aussi les médias allemands et les médias britanniques. Je vois que c'est un phénomène assez européen. Aux États-Unis, on a des intellectuels qui osent s'exprimer. Oui. En Europe, on leur interdit de s'exprimer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous remercie d'ailleurs d'être là, parce que sinon les médias traditionnels en France n'interviewent que ceux qui communiquent le message que eux veulent transmettre. Donc, mais à part ça, je vois que des gens que l'on taxe d'intellectuels se produisent sur ces médias et qui n'ont pas une approche intellectuelle du conflit. Ils ont une approche émotionnelle. Ils transforment leur propre perception en fait. Et ce qu'ils pensent devient en réalité les faits. Et vous ne pouvez pas régler un conflit comme ça. C'est pas possible. Vous pouvez faire de la propagande, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Vous pouvez faire de la désinformation, c'est ce qu'ils font aussi, mais vous ne réglez pas le conflit. Et vous ne pouvez pas gagner une guerre simplement en vous persuadant que vous allez gagner. C'est pas comme ça qu'on gagne une guerre, n'est-ce pas? Et actuellement, d'ailleurs, et c'est intéressant de voir que dans les médias anglo-saxons, particulièrement même des grands médias qui traditionnellement étaient très pro-Ukraine, depuis la fin de l'année passée, ont un regard beaucoup plus critique, beaucoup plus nuancé sur le conflit, en envisageant que la négociation est probablement la solution, alors que en même temps, vous avez en Europe des gens comme Ursula von der Leyen, par exemple, qui dit il n'y a pas d'apaisement possible. On n'est pas dans la négociation, il n'y a pas de négociation. Et c'est d'ailleurs assez contradictoire, parce que d'un côté, vous avez les élites occidentales qui disent on ne négocie pas avec les Russes, et puis d'un autre côté, ils vous disent c'est aux Ukrainiens de décider s'ils veulent négocier. Donc, on est on impose en fait à l'Ukraine des comportements. Je vous rappelle que les Ukrainiens ont demandé à négocier avec les Russes déjà le 25 février, c'est-à-dire au lendemain de l'intervention russe l'année passée.
et que ce sont les Européens qui lui ont empêché. Ça s'est passé une deuxième fois Oui. en mars de l'année passée et une troisième fois au mois d'août de l'année passée. Donc, on est avec des Européens qui sont des va-t-en-guerre, qui ne risquent pas leur vie et qui ils risquent la vie des Ukrainiens. Donc, c'est facile de faire la guerre avec la vie des autres. Et c'est ce que je reproche à tous les intellectuels qu'on a en France sur les plateaux de télévision et les journalistes qui font la guerre avec la vie des autres. Ça, c'est très facile. Quand on est dans la réalité du conflit, on doit avoir un regard plus nuancé et c'est finalement les Ukrainiens qui devront décider, ça j'en conviens, mais de nouveau, il faut leur laisser la latitude de négocier s'ils veulent négocier. Or, c'est nous qui les avons empêchés de le faire depuis l'année passée. Donc, on est dans une contradiction incroyable et que nos élites intellectuelles soient incapables de le comprendre me sidère. Peut-être Oui. préciser quand même, Jacques Beau, que nos élites intellectuelles qui vont sur les plateaux télé, parce qu'on en a quand même quelques-uns, Hubert Védrine, Emmanuel Todd, quand même, qui sont des gens de renom, Dominique de Villepin, qui a aussi pris la parole sur ces questions-là. Et c'est seulement que, finalement, et là, il faut qu'on balaye devant notre porte, évidemment, Nicolas Vidal, puisqu'on fait partie des médias, c'est seulement qu'on ne leur tend pas le micro ou qu'on leur refuse les tribunes qu'ils devraient avoir, ces intellectuels de renom. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que souvent, c'est comme le regard qu'on porte sur le reste du monde, comme vous disiez tout à l'heure. Finalement, on empêche, on invisibilise aussi les points de vue différents, et ça, c'est important à noter. Puis peut-être préciser aussi, on en parlait dans une dernière table ronde, la réforme du Quai d'Orsay qui ne fait qu'amplifier ce problème comment dire, de diplomates qui ne sont plus des carrières à long terme, des grands connaisseurs de l'Orient ou de l'Afrique, mais plutôt des pions interchangeables qui ont été formés tous dans les mêmes écoles. Et ça pose aussi de grands problèmes, parce que ce sont eux qui devraient apporter cette expertise au président de la République. On en parlait puisqu'on avait eu un discours et entendu ici un discours très intéressant du même Emmanuel Macron à la conférence des ambassadeurs il y a 2 ans, juste avant le déclenchement de la guerre, qui disait totalement ce qu'aujourd'hui Jacques Beau dit et a du mal à exprimer dans les médias dans les médias de grand chemin. Donc ça prouve que c'est aussi quand même beaucoup un problème de médias, tout ça. Et alors j'arrive quand même. On voit que l'évolution de la diplomatie, quand vous regardez le paysage diplomatique de cette dernière année, vous voyez que ce qui ressort, c'est l'incroyable capacité de la diplomatie chinoise, de la capacité de la diplomatie russe, de la diplomatie turque et de la diplomatie hongroise. C'est pratiquement, c'est là où quand vous regardez et indienne, j'allais oublier Jaishankar, qui est à mon avis un des plus grands diplomates de notre époque. Ce sont des gens absolument remarquables qui ont une approche de la diplomatie qui est une approche très traditionnelle, qui sont de solides connaisseurs de leur dossier, qui ont une profonde connaissance des cultures des pays dans lesquels ou avec lesquels ils discutent. Alors qu'aujourd'hui, en Europe, on a une diplomatie de gens qui sont des idéologues en réalité, qui essayent simplement de véhiculer un message, mais, et je l'ai vu moi-même, j'ai travaillé pour les affaires étrangères, comme conseiller militaire aux affaires étrangères en Suisse pendant de nombreuses années, et j'ai constaté un déficit de connaissances, de sensibilité aussi de nos diplomates qui finalement sortent d'école. Il n'y en a plus beaucoup parce que les diplomates hésitent à sortir de métropole pour aller dans des pays africains, etc. Résultat des courses, on a des gens qui ne s'identifient pas vraiment à leur fonction et qui ont un regard sur les autres qui est un regard extrêmement schématique, extrêmement simplifié, qui n'arrive pas à comprendre la complexité. Quand vous travaillez en Afrique, il faut y avoir été pendant plusieurs années pour
comprendre et être au contact avec la population. Il ne s'agit pas d'être là-bas et puis de naviguer uniquement dans les milieux diplomatiques. Oui. Il faut comprendre. Et ça, je connais très, très peu de diplomates qui soient capables d'avoir ce regard sur les cultures locales, de Oui. comprendre ce que pensent les gens, etc. Et pourtant, c'était notre fort en France avant. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette vidéo. Donc, c'est une information qui est sortie aujourd'hui, vidéo diffusée aujourd'hui sur Telegram par le vice-président du Conseil de sécurité, Dimitri Medvedev, qui assure que les risques d'apocalypse nucléaire allaient augmenter à mesure que des armes occidentales étaient livrées en direction de l'Ukraine. Et je rappelle, on en parlait encore tout à l'heure, que Vladimir Poutine et Xi Jinping, quand ils se sont rencontrés là pendant ces 3 jours, se sont notamment prononcés et ont rappelé le fait qu'ils souhaitaient éviter toute guerre nucléaire. Alors comment vous comprenez, Jacques Beau, cette sortie, on va dire, de l'ancien président russe Dmitri Medvedev? Alors bon, d'abord, il faut prendre M. Medvedev pour ce qu'il est. Il a adopté, en tout cas depuis maintenant quelques années, mais en tout cas depuis l'année passée, un ton très provocateur. Et puis, on a l'impression qu'il joue un peu le fou du roi dans cette affaire. Je ne pense pas, malgré le fait qu'il ait une fonction importante dans l'État russe, je ne pense pas qu'il reflète exactement la substance de la politique étrangère ou même de la stratégie russe. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, la raison pour laquelle Medvedev est intervenu sur le plan nucléaire, c'est que c'est la colère qu'il y a en Russie avec la décision britannique de fournir à l'Ukraine des munitions à uranium, à uranium appauvri. Vous savez que c'est une munition. C'est une munition qui n'est pas une munition nucléaire, il faut être très très clair. C'est des résidus ou des produits, des sous-produits de la production de l'uranium qu'on utilise pour la fabrication d'obus flèches, c'est-à-dire des obus qui sont assez longs, qui peuvent avoir, donc c'est littéralement des flèches de métal qui peuvent avoir jusqu'à 80 cm de long, qui ont une très grande densité et une très grande vitesse. Et ces projectiles ont une trajectoire qui est presque horizontale vu leur vitesse, donc une très grande probabilité de toucher un char adverse. Et puis, compte tenu de leur masse qui se concentre sur une surface extrêmement faible, ont la capacité de percer à peu près n'importe quel blindage. Donc, les Occidentaux utilisent davantage des obus au tungstène qui, eux aussi, ont une énorme densité et ont le même effet, si vous voulez. Mais l'uranium appauvri, c'est ce que les Américains ont parce qu'ils ont de la difficulté, vous avez de la difficulté à avoir du tungstène, qui est d'ailleurs un matériau très coûteux. Alors, donc, oui. Le problème de ces obus est que quand ils impactent un blindage, eh bien, ils dégagent des résidus, des poudres, des poussières, si vous voulez, qui, elles, sont de l'uranium appauvri. C'est-à-dire qu'il y a une potentielle radioactivité qui se dégage et qui se répand dans la nature. Donc, c'est un problème environnemental en réalité. C'est un problème qu'on a identifié à l'époque de la guerre en Yougoslavie, parce que les Américains ont utilisé ces armes de manière assez abondante, et en Irak. Et là, il y a de nombreux rapports, mais difficile de faire la part des choses, mais certains rapports disent que c'est inoffensif, d'autres disent que ça génère des cancers. Je ne peux pas trancher là-dessus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'idée d'utiliser de telles armes avec une potentialité de créer un désastre écologique, évidemment, a fâché les Russes. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a appelé la bombe sale.
en réalité. Hein. Évidemment. C'est pas nucléaire, mais ça contamine. Nicolas Vidal, oui, Pardon. Ouais, alors, la dernière question, voilà. Ouais, bien entendu. Alors, ce partenariat stratégique sino-russe, on le voit se dessiner, on en a longuement parlé dans cette émission. Finalement, est-ce qu'il y a aussi, je lis ça et là, qu'il y a une volonté aussi de porter une vision du monde un peu alternative, multipolaire, avec de nouveaux blocs qui vont se constituer, notamment entre la Chine et l'URSS. On en a parlé de l'hégémonie américaine, mais est-ce que c'est ça aussi, culturellement, en termes de civilisation, qui est en train de se jouer, de se dessiner devant nos yeux, Jacques Beau? Alors, la différence qu'il y a entre les Occidentaux et les Chinois et les Russes en matière de politique étrangère, c'est que ni les Russes ni les Chinois ne défendent un modèle, si vous voulez. Ni un modèle intellectuel, ni un modèle économique ou de pensée. Et par conséquent, pour eux, ils font comme ils veulent chez eux et ils disent les autres font comme ils veulent chez eux aussi. Et ça, c'est une autre approche que l'approche assez missionnaire qu'ont les Occidentaux, qu'ils avaient déjà. Hein. Je vous rappelle que la conquête de l'Amérique latine, elle s'est faite pour propager la foi chrétienne. Hein. Donc, on a toujours cette idée que nous détenons la vérité et nous voulons la partager pour le bien de l'humanité. C'est la vocation universaliste. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ni les Russes ni les Chinois n'ont cette ambition. Ils disent, nous, on a des partenaires, c'est tout. Et puis, vous faites comme vous voulez chez vous. Vous pouvez avoir la politique que vous voulez, etc. Et c'est d'ailleurs ce que des pays, notamment les pays africains, apprécient, parce que quand ils ont un projet chez eux, un projet le grand projet de construction, eh bien, il n'y a personne qui vient leur dire quelle doit être leur loi sur le problème LGBT ou des choses comme ça. Les Chinois disent, vous faites comme bon vous semble, c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. C'est une affaire intérieure. Et c'est en fait le travers qu'ont eu les Occidentaux de s'ingérer systématiquement dans les affaires intérieures des autres pays que ne font pas, et c'est là peut-être la grande nouveauté de cette évolution du monde, c'est-à-dire des puissances, la Chine et la Russie en l'occurrence, qui, elles, ne veulent pas s'ingérer ou influencer, s'immiscer, si vous voulez, dans la politique intérieure des pays. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Jacques Beau. C'est absolument passionnant pour tout comprendre, hein, sur ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux, mais nos yeux fermés, comme je disais tout à l'heure, un nouvel ordre du monde extra-occidental. Je rappelle vos livres, Jacques Beau, Poutine, maître du jeu, ou Opération Z, qui sont déjà en vente, et d'ailleurs très très bonne vente aux éditions Max Milo. Puis un prochain qui va bientôt sortir, Chine, États-Unis, la guerre de tous les dangers, toujours chez Max Milo. Et merci à vous, Nicolas Vidal, fondateur de Putsche Media.